30 juin 2009. Les eaux sombres et troubles du canal Rideau à Kingston Mills, en Ontario, cachent une scène d'horreur. Au lever du jour, une Nissan Sentra noire est découverte, submergée près de l'écluse la plus au nord. À l'intérieur, ce n'est pas un, mais 4 corps de femmes qui flottent dans une macabre tranquillité. Une famille en vacances, un voyage aux chutes du Niagara qui tourne au cauchemar. C'est du moins la première version. Mais la vérité est bien plus complexe et terrifiante. C'est l'histoire de la famille Shafia, une affaire où l'honneur, le contrôle et l'immense richesse entrent en collision avec un secret mortel. Bienvenue sur Traces perdues. Si vous appréciez nos enquêtes approfondies, abonnez-vous, aimez la vidéo et laissez un commentaire. S'agissait-il de justice ou de quelque chose de bien plus sombre? Le matin du 30 juin 2009, lorsque les services d'urgence ont extrait la Nissan Sentra noire des eaux limoneuses de l'écluse de Kingston Mills, la scène a immédiatement troublé les enquêteurs les plus endurcis. Ce n'était pas un simple accident. La disposition des corps à l'intérieur du véhicule défiait toute logique. 4 femmes étaient mortes. Zainab, 19 ans, Sahar, 17 ans, et Getty, 13 ans, les 3 filles aînées de la famille Shafia. Avec elles se trouvait Rona Amir Mohammad, 52 ans, une parente. Aucune d'entre elles ne portait de ceinture de sécurité. Les positions étaient étranges. Zainab était probablement sur le siège passager avant, la jeune Getty flottait au-dessus du siège conducteur, tandis que Sahar et Rona étaient entassés à l'arrière. L'horreur de la découverte a secoué la petite communauté de Kingston. Mais l'horreur n'allait que s'intensifier lorsque les parents se sont présentés. Le jour même, Mohammad Shafia, le patriarche, et sa femme, Touba Yahya, se rendent au poste de police de Kingston. Ils ne viennent pas identifier les corps, ils viennent signaler une disparition. Leur famille, basée à Montréal, revenait d'un voyage aux chutes du Niagara. Ils expliquent s'être arrêtés dans un motel de Kingston pour la nuit. Leur récit est préparé, teinté d'une panique qui semble presque jouée. Ils expliquent que leur fille aînée, Zainab, avait la fâcheuse habitude d'emprunter la Nissan Sentra familiale pour des virées nocturnes, sans permission et sans permis de conduire. C'est ce qu'elle avait dû faire cette nuit-là, emmenant ses sœurs et leur tante Rona dans une escapade qui aurait tourné au terrible malheur. L'histoire est tragique. Un père immigré, un homme d'affaires prospère ayant bâti une richesse considérable à partir de rien, voit sa famille décimée par l'imprudence d'une adolescente. L'histoire de Mohammad Shafia est celle d'une réussite économique impressionnante. Parti d'Afghanistan, il avait construit un empire commercial gérant d'importants gains et investissements à Dubaï avant de déménager au Canada pour offrir, disait-il, une vie meilleure et plus sûre à ses enfants. Cette façade de réussite et de respectabilité leur a valu une vague initiale de sympathie publique. Le Canada pleurait ce clan afghan transplanté qui avait subi une perte si inimaginable. Mais au poste de police, cette sympathie n'a pas duré. Les enquêteurs ont immédiatement suspecté la version de l'accident. Dès le premier instant, plusieurs éléments clochaient. D'abord, le lieu. Les écluses de Kingston Mills ne sont pas un endroit où l'on se retrouve par hasard. Ce n'est pas une route principale. Pour y précipiter une voiture, surtout en pleine nuit, il faut soit une méconnaissance totale des lieux, soit une intention délibérée. L'idée qu'une conductrice inexpérimentée comme Zainab s'y soit aventurée pour une virée semblait hautement improbable. Ensuite, il y avait l'histoire elle-même. Les enquêteurs ont rapidement vérifié l'affirmation des parents selon laquelle Zainab avait l'habitude de prendre la voiture. C'était faux. Rien ne venait corroborer cette prétendue habitude. La façade commençait à se fissurer. La police a commencé à se demander si ce terrible malheur n'était pas plutôt une mise en scène macabre, un homicide quadruple déguisé en accident tragique. L'enquête a basculé. Ce n'était plus une enquête sur un accident de la route, mais une enquête pour meurtre. Les enquêteurs ont commencé à creuser dans la vie de cette famille, pour comprendre qui étaient vraiment les victimes et qui étaient les accusés. Ils ont dû démêler les chevaux complexes de la dynamique familiale des Shafia, une dynamique bien loin de l'image publique de succès et d'harmonie. Pour comprendre le mobile, il fallait d'abord comprendre la structure secrète de ce foyer. Les victimes n'étaient pas seulement des filles rebelles, et les accusés n'étaient pas seulement des parents éplorés.
La famille comprenait 3 individus qui allèrent devenir les principaux suspects. Mohammad Shafia, 59 ans, le patriarche, l'homme qui contrôlait l'argent de la famille et, croyait-il, la vie de ses membres. Touba Mohammad Yahya, 42 ans, sa seconde épouse et la mère des 7 enfants du couple, y compris les 3 filles assassinées. Et enfin Ahmed Shafia, 21 ans, le fils aîné, l'exécuteur de la volonté de son père, chargé de surveiller ses sœurs. Et puis, il y avait les victimes. Zainab, Sahar et Getty n'étaient pas seulement des chiffres dans un rapport, c'étaient des jeunes filles prises entre 2 mondes. Et Rona, la 4e victime, n'était pas une tante. La vérité était bien plus choquante et constituait le premier grand secret de la famille. Rona Amir Mohammad était la première épouse de Mohammad Shafia. La famille vivait dans une relation polygame, un fait qu'ils cachaient soigneusement aux autorités canadiennes pour protéger leur statut et leur image. Rona était stérile, ce qui avait conduit Shafia à épouser Touba. Marginalisée, traitée comme une servante ou une esclave selon les propres écrits de Touba, Rona était devenue un problème. Elle vivait dans la peur, consignant les abus dans un journal intime et exprimant à ses proches sa crainte pour sa propre vie. Elle demandait le divorce, une menace qui risquait d'exposer publiquement la polygamie illégale de Shafia et les abus au sein du foyer. L'assassinat de Rona, aux côtés des filles, suggérait un mobile plus large qu'une simple punition. Ce n'était pas un acte de rage, c'était un nettoyage calculé, une tentative d'éliminer toutes les sources de défis féminins, de honte potentielle et de menaces pour l'autorité et la situation économique du patriarche. L'enquête se déplaçait maintenant de la scène de crime aquatique vers l'histoire trouble de la famille, une histoire de contrôle, de rébellion et d'un conflit culturel qui avait atteint un point de non-retour. Le conflit qui couvait au sein du manoir des Shafia à Montréal n'était pas une simple querelle d'adolescents. C'était une collision frontale entre 2 mondes, une guerre silencieuse menée à huis clos. Le motif central, tel que révélé plus tard au procès, était un fossé culturel et générationnel profond. D'un côté, Mohammad Shafia, un homme dont l'identité et la fierté étaient investis dans un code d'honneur patriarcal strict. De l'autre, ses filles, qui désiraient ce que des millions d'autres adolescentes canadiennes considéraient comme acquis, l'autonomie. L'enjeu n'était pas seulement la discipline, c'était le contrôle absolu. Shafia considérait sa famille, en particulier ses filles, comme une extension de sa propre personne, un reflet de sa richesse et de son statut. Leur occidentalisation n'était pas une phase, c'était une trahison. Les transgressions qui ont scellé leur destin peuvent sembler banales pour une société occidentale, mais dans l'esprit de Shafia, elles étaient des taches indélébiles sur l'honneur de la famille. Pour Zainab, 19 ans, son crime impardonnable fut d'aimer. Elle avait une relation secrète avec un jeune homme pakistanais, Amar Wahid, et l'avait même épousé en secret lors d'une cérémonie religieuse. Lorsque son père l'a découvert, sa fureur fut totale. Il ne s'agissait pas d'une simple désapprobation paternelle. Il s'agissait d'une violation de son autorité suprême sur les choix de vie de sa fille. Pour Sahar, 17 ans, la rébellion était visible. Elle défiait l'autorité de ses parents en portant des vêtements occidentalisés, du maquillage, et en entretenant une relation secrète avec un petit ami, Ricardo Sanchez. Sa mère, Touba, l'aurait accusé de l'avoir embrassé. Lors de l'autopsie, Sahar portait un jean moulant, un haut sans manches et un piercing au nombril. Ces objets, pour son père, étaient la preuve matérielle de sa corruption. Même la plus jeune, Getty, 13 ans, était considérée comme une menace. Rebelle, elle idolâtrait ses sœurs aînées et leurs défis. Son corps a également été retrouvé avec un piercing au nombril. Getty avait confié aux services sociaux qu'elle n'avait pas de liberté et qu'elle voulait être placée dans une famille d'accueil. Imaginez la desperation d'une jeune fille de 13 ans vivant dans une opulence matérielle, suppliant d'être retirée de sa famille. Ces assassinats n'ont pas été un acte de rage spontané. Ils ont été la conclusion calculée d'une longue campagne de contrôle qui avait échoué. Avant le drame, les parents et le frère aîné avaient tout tenté pour réprimer cette soif de liberté. Après la découverte de son mariage secret, Zainab a été bannie dans sa chambre pendant 10 mois, vivant comme une prisonnière dans sa propre maison.
Sahar, de son côté, avait rapporté à ses enseignants avoir subi des violences de la part de son frère Hamed, l'exécuteur de la volonté paternelle. Mais le point de non-retour, ce qui a véritablement signé leur arrêt de mort, fut leur tentative désespérée de chercher de l'aide à l'extérieur, auprès des institutions canadiennes. C'est ici que la tragédie révèle toute son ampleur. Sahar et Getty ont parlé. Elles ont dit aux travailleurs sociaux des agences de protection de l'enfance, Batshaw et DPJ, qu'elles voulaient quitter la maison à cause de la violence et de la peur de leur père. Sahar s'est confié à ses professeurs et au directeur adjoint de son école. Zainab, à un moment donné, a fui la maison familiale pour se réfugier dans un centre pour femmes et a même contacté la police. L'échec de ces institutions est assourdissant. Après un épisode suicidaire de Sahar, sa propre mère, Touba, aurait déclaré « Elle peut aller en enfer, laisse-la se tuer ». Cette phrase glaçante démontre l'absence totale de protection maternelle et la complicité de Touba dans l'idéologie de son mari. Pour Mohammad Shafia, ses appels à l'aide étaient l'affront ultime. Ses filles n'avaient pas seulement défié son autorité à la maison. Elles avaient exporté la honte familiale dans le domaine public. Elles utilisaient les outils de la société canadienne, l'école, la police, les services sociaux pour contester son pouvoir. Il avait perdu le contrôle. L'intimidation, le confinement et la violence n'avaient pas suffi. La seule façon pour lui de réaffirmer son contrôle absolu, de laver ce qu'il percevait comme une tache sur son honneur et sur sa réputation d'homme puissant, était l'acte final et irrévocable. Les meurtres n'étaient pas seulement une punition, ils étaient une réaffirmation de pouvoir. Ils étaient, dans son esprit tordu, une nécessité pour préserver l'économie morale de la famille qu'il avait décrétée. La théorie de l'accident tragique, si plausible aux yeux du public pendant les premiers jours, a été systématiquement démolie par un travail d'enquête méticuleux. L'équipe de la police de Kingston n'a pas seulement trouvé des incohérences dans le récit des Shafia, elle a trouvé des preuves physiques indéniables qui ont transformé les parents éplorés en principaux suspects. L'attention s'est rapidement portée sur le deuxième véhicule de la famille, celui qui n'aurait jamais dû se trouver sur les lieux du crime, le VUS Lexus. Dans leur déclaration à la police, Mohammad Shafia et Touba Yahya avaient soigneusement omis de mentionner que le Lexus avait quitté le motel. Selon eux, il était resté sur le parking pendant que Zainab prenait la Nissan pour sa prétendue virée mortelle. C'était un mensonge. Un mensonge qui allait être exposé grâce à de minuscules fragments de plastique. Lors de l'examen de la scène du crime, sur le bord de l'écluse où la Nissan a basculé dans l'eau, les enquêteurs ont découvert des débris, des petits morceaux de plastique brisés, manifestement provenant d'un phare de voiture. C'était le genre de détail qui aurait pu être négligé, mais qui est devenu la pierre angulaire de l'accusation. Parallèlement, Ahmed Shafia, le fils aîné, avait tenté d'expliquer les dommages visibles sur l'avant du Lexus. Il avait raconté une histoire peu convaincante à la police, affirmant avoir eu un petit accident sur un parking à Montréal quelques jours plus tôt, heurtant une barrière. Mais l'histoire ne tenait pas debout. C'est alors qu'un agent de la police de Kingston, le constable Rob Etherington, a entrepris un travail de patience digne d'un puzzle. Il a méticuleusement assemblé les fragments de plastique trouvés sur la scène du crime. Puis, il les a comparés aux dommages subis par le phare du Lexus. L'ajustement était parfait. C'était la preuve irréfutable, le smoking gun. Le Lexus n'avait pas heurté une barrière à Montréal. Il avait heurté quelque chose à Kingston Mills, précisément à l'endroit où la Nissan était tombée à l'eau. La présence du Lexus sur la scène du crime, prouvée par la science forensique, changeait radicalement la donne. Elle prouvait qu'Ahmed mentait. Elle prouvait que les parents mentaient. Elle plaçait les trois accusés sur les lieux au moment du drame. L'accusation avait désormais une théorie solide. Le Lexus n'était pas un simple spectateur, il était l'instrument du crime. Il avait servi de bélier pour pousser la Nissan dans le canal. Mais cette découverte macabre n'était que la moitié de l'histoire. Si le Lexus révélait comment la voiture était tombée, l'état interne de la Nissan révélait l'horreur de ce qui s'était passé avant. L'état de la Nissan Sentra, une fois sortie de l'eau, rendait la thèse de la virée de Zainab non seulement improbable, mais physiquement impossible. Les enquêteurs ont noté une série de faits troublants. Le contact de la voiture était coupé. Les phares étaient éteints,
alors que le prétendu accident avait eu lieu en pleine nuit. Le levier de vitesse était en première vitesse. Plus étrange encore, les sièges avant étaient totalement inclinés vers l'arrière, dans une position rendant la conduite impossible. Enfin, la vitre côté conducteur était grande ouverte. L'accusation a posé une question simple au jury. Comment Zainab aurait-elle pu conduire le véhicule dans ces conditions? La réponse était évidente. Elle ne le pouvait pas. La seule conclusion logique était que les victimes étaient déjà mortes, ou du moins totalement incapables de réagir lorsqu'elles ont été placées dans la voiture. Ce n'était pas un accident. C'était une mise en scène. La théorie de l'accusation s'est alors affinée, brossant le portrait d'une nuit d'horreur absolue. Les procureurs ont suggéré que les accusés avaient d'abord tenté de faire rouler la voiture dans le canal, peut-être pour simuler une sortie de route. Mais le plan avait mal tourné. La Nissan était restée coincée sur le bord en béton de l'écluse. Paniqués, réalisant que l'économie de leur plan s'effondrait, ils ont dû improviser. Ils ont alors utilisé leur luxueux VUS Lexus, symbole de leur richesse et de leur statut, comme un bélier pour pousser la voiture contenant les 4 femmes dans leur tombe aquatique. Cette erreur fatale, cette improvisation forcée, est ce qui a causé les dommages aux phares du Lexus et laissé derrière eux la preuve de leur crime. L'enquête avait démasqué la façade. Il ne restait plus qu'à trouver la preuve du mobile, et celle-ci viendrait directement de la bouche des accusés. Les preuves matérielles avaient établi le comment. Le VUS Lexus et l'état de la Nissan avaient prouvé qu'il s'agissait d'une mise en scène, d'un meurtre et non d'un accident. Mais pour obtenir une condamnation pour meurtre au premier degré, assassinat, l'accusation avait besoin de la préméditation. Elle devait prouver le pourquoi. La réponse ne se trouvait pas dans les analyses de peinture ou les fragments de phare, mais dans l'éther numérique et dans les conversations les plus intimes de la famille. Convaincus d'être face à un homicide, les enquêteurs ont mis en place une surveillance complète. Des dispositifs d'écoute ont été secrètement installés dans la résidence des Chafia et dans leur véhicule Lexus survivant. Parallèlement, l'ordinateur portable de la famille a été saisi et son contenu analysé. L'ordinateur a parlé en premier. Les enquêteurs y ont découvert des recherches Google qui ont glacé le sang. Quelqu'un avait tapé « Où commettre un meurtre ». Cette simple phrase était la preuve numérique de la préméditation. Elle anéantissait la thèse d'un événement spontané ou d'une panique accidentelle. C'était la preuve que quelqu'un, au sein de ce foyer, avait activement planifié la mort. Mais les preuves les plus accablantes, les plus viscérales, sont venues des écoutes téléphoniques. Les enquêteurs s'attendaient peut-être à entendre une famille brisée par le chagrin. Ils ont entendu tout le contraire. Ils ont capturé la colère brute et la justification idéologique de Mohammad Shafia. Dans ces enregistrements, Shafia ne pleurait pas ses filles. Il les maudissait. Il les a traitées de prostituées et de traîtresses. On l'a entendu hurler que le diable chie sur leur tombe. À sa femme, Touba, il a confié, non pas dans un moment de regret mais de justification, il n'y avait pas d'autre moyen. Il a articulé son mobile avec une clarté terrifiante. Elles nous ont trahis. Elles ont trahi l'islam. Elles ont tout trahi. Et puis, la phrase qui allait sceller son destin et résumer toute l'affaire. Une phrase qui révélait que son économie personnelle était basée sur la réputation plutôt que sur l'argent. Même s'ils me pendent, rien n'est plus cher pour moi que mon honneur. La force du dossier de l'accusation résidait dans cette synergie parfaite entre les deux types de preuves. Le travail de police classique, les fragments du Lexus, prouvaient le comment. La surveillance moderne, les écoutes et les recherches Internet prouvaient le pourquoi. La défense ne pouvait pas attaquer une ligne de preuve sans être immédiatement contredite par l'autre. Le procès s'est ouvert le 11 octobre 2011, devant le tribunal du comté de Frontenac. Ce fut un procès d'une complexité extraordinaire, se déroulant en 4 langues, anglais, français, dari et espagnol, et voyant défiler 58 témoins. Les procureurs, Gérard Laruis et Laurie Lasselle, avaient la lourde tâche de tisser ces milliers de preuves en un récit unique et cohérent. Leur thèse était simple et brutale. Il s'agissait d'un assassinat de masse, planifié et délibérément exécuté par les 3 accusés, le père, la mère et le fils, dans le but de restaurer l'honneur de la famille. Ils ont soutenu que les victimes avaient été noyées dans un autre endroit,
peut-être dans un hôtel ou près de l'eau, puis placé dans la voiture, qui a ensuite été poussée dans le canal par le Lexus. Cependant, pour qu'un jury canadien comprenne un mobile aussi étranger à sa culture, l'accusation avait besoin d'un contexte. C'est là qu'est intervenu le docteur Shahrzad Mojab, une professeure de l'Université de Toronto. Son témoignage, devenu un élément central et plus tard très controversé de l'affaire, portait sur la violence basée sur l'honneur. Le docteur Mojab a expliqué au jury qu'il s'agissait d'un concept patriarcal, où la réputation d'une famille est inextricablement liée à l'obéissance et la chasteté de ses femmes. Elle a soutenu que les crimes d'honneur sont criminologiquement distincts des autres formes de violence domestique. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent prémédités, organisés collectivement, impliquant les pères, les fils et parfois même les mères, et commis non pas dans un accès de rage, mais pour nettoyer le nom de la famille. Ce témoignage a fourni au jury un cadre pour comprendre l'impensable. Pourquoi un homme qui avait accumulé tant de richesses et de gains matériels sacrifierait tout pour une notion abstraite, et pourquoi une mère participerait activement au meurtre de ses propres filles? Pensez-vous que ce témoignage sur l'honneur était essentiel pour que le jury comprenne le mobile, ou était-ce une façon de renforcer des stéréotypes? Donnez votre avis dans les commentaires. Face au dossier de l'accusation, que les médias ont qualifié de montagne de preuves, les avocats de la défense se trouvaient dans une position presque intenable. Leur stratégie ne pouvait être offensive, elle devait être réactive. Ils étaient contraints de s'en tenir à l'histoire originale, celle de l'accident tragique, et de tenter de démanteler, pièce par pièce, les preuves accablantes présentées par les procureurs. Leur tâche était de réintroduire le doute là où l'accusation avait tenté d'établir la certitude. Le récit de la défense était fragmenté, une série d'explications alternatives pour chaque élément incriminant. Pour la présence du Lexus sur les lieux prouvés par les fragments de phare, la défense a dû admettre qu'Ahmed était bien là. Mais ils ont tenté de minimiser son rôle. Son seul crime, ont-ils plaidé, n'était pas le meurtre, mais la stupidité. Dans leur version, Ahmed aurait suivi Zainab, serait arrivé sur les lieux après l'accident, aurait paniqué en voyant ses sœurs et Rona mortes et, au lieu d'appeler la police, aurait fui la scène et inventé l'histoire de l'accrochage à Montréal pour couvrir sa propre lâcheté. Les parents, Mohamed Shafia et Touba Yahya, dormaient prétendument au motel pendant tout ce temps, ignorant tout du drame. Cette version tentait d'expliquer les preuves du Lexus tout en isolant Ahmed, espérant peut-être sauver les parents. Mais elle laissait des questions béantes. Pourquoi les sièges étaient-ils inclinés? Pourquoi les phares étaient-ils éteints? Ensuite, il y avait les preuves numériques. La recherche Google « Où commettre un meurtre » semblait être une preuve irréfutable de préméditation. La défense a contre-attaqué en appelant à la barre un autre fils Shafia, celui qui n'était pas jugé. Ce dernier a témoigné qu'il pourrait être celui qui a effectué cette recherche. Il a affirmé qu'à l'époque, il était suicidaire et ne trouvait pas le mot « suicide » et aurait donc tapé « meurtre » à la place. C'était une explication alambiquée, presque absurde, qui demandait au jury de croire à une coïncidence linguistique extraordinaire. Finalement, la défense a dû affronter les écoutes téléphoniques, la voix même de Mohamed Shafia, maudissant ses filles et parlant d'honneur. Ils ont fait appel à leur propre expert, Nabi Misdak, qui a témoigné que les locuteurs de Dari, la langue de Shafia, maudissent souvent les gens, mais ne le pensent pas littéralement. Les explosions de colère de Shafia, a-t-il suggéré, n'étaient pas des aveux de meurtre, mais des expressions culturelles de chagrin et de frustration. C'était une tentative de relativiser la haine brute capturée sur les bandes. Le procès s'est donc résumé à une bataille de récits. D'un côté, l'accusation présentait une histoire unique, cohérente et terrifiante, le crime d'honneur, qui expliquait chaque élément de preuve, le mobile, les conflits familiaux, la planification, la recherche Internet, l'exécution, les dégâts du Lexus, l'état de la Nissan, et la justification, les écoutes. De l'autre, la défense offrait une série d'excuses décousues et hautement improbables, un accident qui nécessitait une cascade de coïncidences et de mensonges. Dans un procès devant jury, l'histoire la plus cohérente l'emporte presque toujours. Le jury n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour choisir. Le 29 janvier 2012,
après seulement 15 heures de délibération, le jury composé de 7 femmes et 5 hommes est revenu. Le verdict est tombé comme un coup près. Mohammad Shafia, Touba Mohammad Yahya et Hamed Shafia ont été reconnus coupables de toutes les accusations. 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Au Canada, ce verdict entraîne automatiquement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais le moment le plus puissant de cette journée n'a pas été le verdict lui-même, mais la condamnation judiciaire prononcée par le juge Robert Maranger. Se tournant vers les 3 accusés dans le box, le juge Maranger a livré une réprimande qui a résonné bien au-delà de la salle d'audience. Il a qualifié les meurtres de résultat de votre concept tordu de l'honneur. D'une voix chargée d'indignation morale, il a déclaré « Cette notion maladive de l'honneur n'a absolument aucune place dans une société civilisée. » Il a dénoncé l'idée que la vie de 4 femmes innocentes pouvait être sacrifiée pour une idéologie patriarcale, une idéologie qui valorisait le contrôle et la réputation bien au-dessus de la vie humaine. Ces mots étaient durs, directs, et reflétèrent le sentiment de choc et de révulsion du public. Pour beaucoup, c'était la justice rendue. Mais pour le système juridique, la bataille n'était pas tout à fait terminée. Ces mêmes mots, cette condamnation de l'honneur tordu, allèrent devenir un point central de la stratégie d'appel, posant une question complexe. Le procès avait-il jugé les accusés pour leurs actions ou pour leur culture? Le verdict semblait avoir clos le chapitre judiciaire, mais pour les condamnés, la bataille pour leur liberté ne faisait que commencer. Les 3 Shafia ont immédiatement fait appel de leur condamnation, déplaçant le débat du tribunal de première instance vers les sphères juridiques plus complexes de la Cour d'appel de l'Ontario. Leur défense reposait sur 2 arguments sophistiqués qui ne contestaient pas tant les faits que la manière dont ces faits avaient été présentés au jury. Le premier argument concernait la compétence même du tribunal. La défense a présenté de nouvelles preuves visant à démontrer que Hamed Shafia n'avait pas 21 ans au moment des meurtres, mais seulement 17. S'il parvenait à le prouver, cela changerait radicalement la donne. En tant que mineur, son cas aurait dû être jugé par un tribunal pour adolescents, et sa peine aurait été réduite de la prison à vie à un maximum de 10 ans. C'était un pari audacieux pour tenter de sauver au moins l'un des conspirateurs d'une vie derrière les barreaux. Mais l'argument principal, le cœur de l'appel, était bien plus controversé. Les avocats ont soutenu que le témoignage du docteur Mojab sur les crimes d'honneur était extrêmement préjudiciable. Ils ont affirmé que ce témoignage avait contaminé le jury, l'invitant à condamner les Shafia non pas sur la base de leurs actions prouvées, mais sur la base d'un préjugé culturel et de stéréotypes préexistants sur les musulmans violents et primitifs. En d'autres termes, la défense a plaidé que le jury avait été encouragé à juger les accusés pour leur culture plutôt que pour leurs crimes. L'accusation a répliqué de manière décisive. Ils ont rappelé à la Cour que le concept de crime d'honneur n'avait pas été introduit par l'experte, mais qu'il venait de Mohammad Shafia lui-même, dans ses propres mots enregistrés par les écoutes. Le docteur Mojab n'était pas là pour introduire un stéréotype, mais pour expliquer un mobile que l'accusé avait lui-même fourni. En novembre 2016, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel. Dans une décision unanime, le juge David Watt a écrit de manière charitable que les preuves de culpabilité étaient accablantes. Le tribunal n'a trouvé aucune erreur dans le fait d'autoriser le témoignage de l'experte. Les Shafia ont tenté un dernier recours auprès de la Cour suprême du Canada, mais en mars 2017, le plus haut tribunal du pays a refusé d'entendre leur appel, mettant ainsi un point final définitif à l'affaire judiciaire. Mais l'affaire Shafia avait depuis longtemps dépassé les murs du tribunal. Elle a provoqué un débat public et académique intense qui perdure encore aujourd'hui. D'un côté, beaucoup ont insisté sur l'importance d'appeler cela un crime d'honneur, arguant que ces crimes sont criminologiquement distincts, prémédités, collectifs, et visant à nettoyer la réputation. De l'autre, des critiques ont fait valoir que ce label était dangereux, qu'il créait un autre et permettait au Canada de se dédouaner. Ils ont souligné que la cause profonde était le contrôle patriarcal et la misogynie, des fléaux universels bien présents au Canada, comme en témoigne la violence endémique contre les femmes autochtones.
Le verdict a été salué par beaucoup, y compris le juge Maranger, comme une victoire des valeurs canadiennes sur une idéologie étrangère tordue. Mais cette vision a été critiquée comme hypocrite, ignorant la propre histoire brutale de violence contre les femmes au Canada. La communauté musulmane canadienne, quant à elle, a réagi de manière rapide et unifiée, condamnant les meurtres comme un crime odieux contre l'humanité qui ne fait aucune partie de la culture afghane ou islamique. Un conseil d'imams a même émis une fatwa condamnant spécifiquement les crimes d'honneur comme non islamiques. L'affaire Shafia reste l'une des plus sombres de l'histoire canadienne. Un cas où la richesse et le statut n'ont servi qu'à financer et à dissimuler un acte de contrôle ultime. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un féminicide de masse, exécuté par une mère, un frère et un père, pour effacer la honte perçue d'avoir voulu être libre. Merci d'avoir suivi cette enquête sur Traces perdues. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une affaire.